Bonjour à tous, vous êtes bien sur le CQFR comme tous les matins, vous en avez pris l'habitude maintenant et on reste avec vous aussi là pendant une bonne partie de l'été. Aujourd'hui je suis rejoint par Théo, pour ce CQFR matinal pour parler de l'actualité. Comment ça va Théo? Ça va plutôt pas mal, et toi, Shai, comment ça va? Bah tranquille, tout va bien, On s'est ça va. raccordé sur nos couleurs de Tu t-shirt et tout, ça tu c'est sans se corporate de consulter. ouf. Ouais, Ex exactement. Mais tu me demandais comment ça va un petit peu mieux que qu'Evan Fournier, dont on va parler je pense pour commencer, ce CQFR. Il y a une interview, intéressante et assez longue qui est parue, d'Evan, qui a été faite par Yann Onona de l'équipe, et où il explique, enfin voilà, c'est Evan quoi, il est très cash, très franc. On n'a pas forcément l'habitude que les joueurs NBA évoquent leur possible trade, leur départ alors qu'ils sont encore sous contrat. Et, et bah, cela, dans l'interview qui est parue hier, Evan dit clairement que c'est pas possible pour lui d'envisager une nouvelle saison comme il vient de vivre. Voilà, il avait quasiment pas joué. Enfin, il est sorti très rapidement de la rotation. Et bah, je vais vous lire, hein, je vais vous lire la décla parce elle est assez forte, je trouve. Il dit je vais me faire trader, c'est pas possible autrement. Ou alors je serais bloqué et eux aussi. Ils ont plusieurs cadres avec de gros contrats qui arrivent. Si je restais, ce serait une catastrophe sportivement pour ma carrière. Tout. Un an sans jouer, je peux gérer. Deux, ce serait terrible. Donc c'est ouais, des mots assez forts, mais voilà le franc parler qui nous surprend pas de la part d'Evan. Ouais, bah ça résume assez bien la situation. C'est vrai que l'an dernier, bah, les Knicks étaient face à un constat d'échec. Ça fonctionnait pas tel que l'équipe était construite. Thibodeau a fait comment dire, pris des décisions assez fortes qui ont fonctionné dans le sens où l'équipe, enfin les Knicks se sont repris, et ils ont fait une belle saison, passé le premier tour. Alors on en a déjà parlé, c'était un upset dans le sens où ils ont Mm. battu l'équipe qui était mieux classée qu'eux. Dans les faits, c'était bon, c'était pas si surprenant que ça non plus. Il y avait une certaine logique. Par contre, ceci étant dit, j'avoue qu'on s'est posé la question à plusieurs reprises, même avec Antoine et toi dans des podcasts, pas trop comprendre euh, pourquoi ou comment les Knicks quand même ne pouvaient pas faire de la place pour Evan, ne pouvaient pas se trouver le moyen de se servir d'Evan avec les qualités qu'on lui connaît. C'est quand même une équipe qui offensivement était assez limitée l'an dernier. Mm. New York, ils sont battus sur leur défense, mais avec une attaque assez prévisible, qui manquait parfois de punch. Voilà, moi j'avais l'impression qu'il y avait de la place quand même pour que Evan puisse être sur le terrain, ou qu'il puisse éventuellement servir de monnaie d'échange. Je pense que bon, c'est quand même toujours plutôt dans les papiers, hein, qu'il soit échangé. 2 ans sans Ouais. jouer, effectivement, ça serait terrible. Ça aurait de sens non plus pour personne, parce qu'effectivement, dans l'interview qu'il a donnée à Yann, à qui on passe le bonjour d'ailleurs, il note aussi que finalement, bah, le fait de pas du tout le mettre sur le terrain, ça fait baisser aussi sa valeur marchande, tout simplement, parce que Ouais. les autres équipes le voient pas jouer. Donc, c'est euh, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. On parlait des Knicks, tu sais, quand on faisait le bilan un petit peu de la conférence Est avec Antoine sur les perspectives. Je pense qu'effectivement, Thibodeau, avec le parcours en playoff de New York, a cimenté sa place au moins pour cette saison. Malgré tout, sur la dynamique, je continue à m'interroger quand même sur sa. Voilà, sur est-ce que Thibodeau est la meilleure personne pour diriger cette équipe. D'autant que enfin, on peut vraiment dire du positif de New York, que ça soit sur le Mm. terrain et aussi dans la manière dont les choses sont gérées. Voilà, on était, je pense, tous les assez contents, tous les deux, notamment en se disant, bah, cette fois, ils sont pas précipités en bazardant tous leurs assets pour récupérer un mec qui, de toute façon, les aurait pas emmenés au bout. Mm. Ils sont assez prudents. Voilà, à un moment, on parlait de rumeurs sur Karl Anthony Towns ou sur même Donovan Mitchell l'an dernier. Manifestement, New York s'est dit, bon, bah, ça sera pas les joueurs qui nous feront passer le cap qu'on attend. Du coup, on va garder nos assets. Donc voilà, je trouverais ça. C'est frustrant, quoi. Je comprends la frustration d'Evan à 2000%. Ouais, et puis bon, il est resté pro toute la saison. Il est resté prêt, comme il disait. Si on a besoin de moi, je suis là. Et dans ce qu'il dit dans l'interview va aussi dans ce sens. Même lui, qui avait du mal à comprendre les décisions, il dit je sortais d'une saison où j'étais le quatrième meilleur shooter de la ligue à 3 points, donc en termes de pourcentage, j'imagine. Pourquoi ne pas en avoir profité? Là, ils ne vont rien récupérer d'intéressant, c'est ce que tu disais. Et c'est normal parce que je n'ai rien pu montrer. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et le fait qu'il ne l'ait pas tradé aussi avant la deadline, et même là déjà pendant l'intersaison, il y a eu des rumeurs. On a entendu parler des Pacers notamment, mais ça ne s'est pas fait. Là, la rumeur qui revient, Yann l'a interrogé là-dessus aussi, hein, il lui a parlé de San Antonio, forcément, on fait le lien, un Français pour épauler Wembanyama, enfin, c'est forcément, dans l'idée, c'est plutôt un beau tableau, et dans cette interview toujours, il dit que ce serait
évidemment un plaisir, un honneur de jouer à San Antonio avec Victor, avec Pop, et aussi dans l'optique des JO pour créer quelque chose avec Victor. Mais finalement, la destination, elle importe assez peu. Je pense que lui, comme les gens qui l'apprécient, ils ont surtout envie de le revoir jouer, quoi, de le revoir apporter quelque chose, parce que c'est un type qui a toujours joué, en fait, quasiment. Il y a sa saison rookie à Denver où c'était peut-être un petit peu compliqué au début, mais à partir du moment où il est arrivé à Orlando, où il a commencé à avoir du temps de jeu, c'est un type, c'est un marathonien, quoi. Mais même à Denver, en fait, tu fais bien le souligner, parce qu'en fait, il faut se rappeler qu'au moment où il est drafté, les Nuggets avaient dans l'idée de faire ce qu'on appelle du draft and stash, c'est-à-dire le drafter, mais le laisser Mm. en Europe le temps que ça guérisse. Et c'est lui qui a un peu fait le forcing en disant non, moi je suis prêt, je veux venir jouer, je veux jouer. Et finalement, même rookie, il a déjà joué. Ce qui est assez incompréhensible, pour moi en tout cas, du côté entre Evan et Lennox, c'est que finalement, tu parlais, tu sais, de son pourcentage de tir à 3 points, le fait qu'il était quatrième meilleur shooter à 3 points de la ligue un an auparavant, c'est qu'en plus il a complètement changé son jeu pour les Knicks en fait. Quand il est arrivé, Mm. c'était pas du tout son... Enfin voilà, Evan on le connaît depuis le début, c'était pas forcément même sa marque de fabrique. À Orlando, il avait beaucoup plus le ballon en main, il créait un peu sur pick and roll, il attaquait le cercle. Aux Knicks, ils lui ont demandé de se mettre derrière la ligne en gros et d'artiller. Ça lui a demandé une certaine adaptation et derrière il a montré qu'il était capable de s'adapter. Donc vraiment moi ce que je comprends pas à New York, on a un joueur qui est dans son prime en termes de athlétique, qui est un fort attaquant. On peut penser de ce qu'on veut de sa défense. Je pense pas que ce soit un défenseur catastrophique. Bien sûr que sa défense n'est pas au niveau de son niveau offensif, mais c'est un attaquant. Voilà, c'est un joueur qui a prouvé qu'il était un bon attaquant NBA, qui a prouvé qu'il pouvait s'adapter à des plans de jeu. Je comprends pas quand même qu'il n'ait pas été utilisé plus que ça. Et dès le début de la saison, tu sais, quand ils étaient alignés, lui et Kemba Walker dans le 5 majeur, on se l'était dit direct, défensivement, ça peut pas marcher en fait. Tu peux pas avoir une défense qui tient le choc si tu as à la fois Kemba Walker et Evan Fournier dans le 5. C'était même pas une surprise. Limite, tu peux même pas en vouloir aux joueurs en fait. Tu sais très bien que ça ne peut pas marcher. Donc moi j'ai l'impression qu'il a payé les... Finalement qu'on lui a fait payer... comment dire, il paye quelque chose dont il n'est pas vraiment responsable, quoi. C'est ça qui est incompréhensible. Et derrière, bah voilà, on sait que Thibodeau est un peu intransigeant, inflexible. Il a trouvé, il faut quand même lui reconnaître ça, une formule qui a fonctionné en réduisant Mm. son groupe à 8-9 dès la saison régulière. Sur les résultats à court terme, ça a fonctionné. Je suis pas sûr que ça puisse marcher à long terme si New York a vraiment des envies de continuer à aller plus haut. Et dans tous les cas, je pense qu'effectivement, là, c'est un peu irrémédiable. Il faut qu'Evan puisse trouver un autre cadre pour pouvoir parce que là, comment la sauce pourrait marcher? Je veux dire, je vois pas de solution pour lui de retrouver un rôle au Knicks vu les déclarations que qu'Evan a faites. Et puis le fait que même en playoff, les moments où on voyait l'attaque des Knicks se stagner, on se disait, bah, là, c'est le moment de relancer Evan. Voilà, tu mets Mm. 10 minutes sur le prochain match pour voir ce que ça donne. Thibodeau a jamais choisi cette option. Je vois pas comment tu peux revenir en arrière, là. Non, c'est clair. Moi, j'espère le voir dans peut-être une configuration ou un rôle, tu sais, comme il avait un peu à Boston, même si ça n'a pas duré longtemps, mais ouais, une équipe très très ambitieuse qui sait exactement ce qu'il peut apporter à l'équipe avec son shoot, ses qualités offensives. Et même si c'est pas pour être titulaire, je pense qu'il a un stade de sa carrière où il jouer pour une équipe ambitieuse qui le respecte et qui sait ce qu'il peut apporter, ça peut être largement suffisant. Après, ça peut être, comme on le disait, un rôle. S'il arrive à San Antonio, forcément, ça va pas jouer la gagne tout de suite, mais je pense il sera estimé là-bas aussi. Et puis ce rôle un peu d'aider, enfin, faire un peu de transmission avec Victor Wembanyama, enfin des choses comme ça. Et je pense que tous les rôles sont envisageables pour lui. En plus, il a un stade de sa carrière où il est encore. Je trouve qu'il est encore dans son prime. On le voit avec l'équipe de France. Il est toujours. Et j'espère qu'on le verra aussi très très en forme au mondial. C'est à la fin de l'été, mais. Je pense vraiment il a un coup à jouer toujours en NBA. C'est pas le genre de joueur qui arrive en fin de cycle et qui a plus d'opportunités. Là, c'est juste un mauvais fit, une mauvaise situation. Et ce qui est un peu triste, c'est que enfin, c'est pas le premier à qui ça fait ça, mais New York pour lui c'était un peu un rêve. Il en avait parlé pendant des années. C'est la ville dans laquelle il voulait vivre. Et ça s'est un peu transformé sur la dernière année en petit cauchemar, malheureusement. Ouais, non, mais c'est ça. Mais t'as tout dit en fait sur le rôle, quoi. Y a rien de pire quand t'es sur le banc de pas avoir de rôle, en fait, de pas comprendre ce qu'on attend de toi, de pas comprendre ce que tu pourrais faire pour aider l'équipe et être performant. Et donc, oui, je suis d'accord. De toute façon, on s'accorde aussi, je pense, là-dessus, à se dire que bah, dans un rôle de sixième homme, par exemple, dans un prétendant ou une équipe vraiment qui veut jouer Mhm. quelque chose de haut, Evan, il serait parfait dans ce rôle-là. Je pense que voilà, San Antonio, le fit serait très bon aussi. On disait
qui ramène quelques jeunes vétérans, c'est l'expression d'Antoine, là, tu vois, Antoine, ouais. Evan, il serait très bien là-dedans, on sait qu'on connaît le compétiteur que c'est. Il y a d'autres équipes, hein, il y a plein d'équipes, en fait, qui pourraient se servir d'Evan Fournier. Là, ce qui est un peu triste, par contre, c'est que je pense que je suis pas sûr que les Knicks le laissent partir aussi vite, parce qu'en fait, vu sa situation contractuelle, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus son contrat en fait qui peut servir de monnaie d'échange dans un gros Ouais. trade du côté des Knicks, un trade qui serait pas uniquement centré sur Evan, mais qui impliquerait d'autres choses, et qu'Evan pourrait faire partie du package en fait en termes d'assets, ou pour comment dire, faire en sorte que les salaires matchent en fait, et Mm. que le trade puisse passer. Et ça, par contre, c'est vraiment compliqué, parce que ça veut pas dire que New York va se précipiter en fait de l'échanger, parce que ils disent peut-être qu'au lieu d'échanger Evan contre un ou deux joueurs, ils pourraient faire partie d'un package qui leur permettrait de faire venir la fameuse big star qu'ils attendent depuis si longtemps. Et voilà, notamment, il y a un joueur forcément qui est dans toutes les pensées à ce niveau-là, mais La transition me paraît toute trouvée, même si je sais qu'on nous reproche un peu parfois dans les commentaires comment dire, de fabuler sur Joel Embiid et le fait qu'il peut demander son trade. Alors c'est bien, c'est qu'Antoine n'est pas là, donc on peut se décharger sur lui et dire que c'est sa théorie, c'est c'est sa sa faute. prophétie. Voilà, Exactement. de dire que c'est lui qui annonce que Joel Embiid va demander son trade à un moment. Alors là, il y a eu un embryon, enfin une étincelle qui forcément fait. C'est Joel Embiid, c'est un MVP, et les mots sont pas anodins, mais euh, cette semaine, il était. Alors, juste, il faudrait qu'on regarde, parce que c'est un peu mystérieux. On ne sait pas exactement à quel endroit il a tenu ses propos. On le voit, il y a une vidéo qui est sortie, un journaliste, A.J. Torres de Philadelphie, qui le montre sur scène en train de répondre à des questions. Et pendant ce petit entretien, donc je répète que c'est un extrait, hein, on n'a pas le contexte, donc on peut dire que c'est sorti de son contexte. On voit juste Joel Embiid dire: je veux juste gagner un titre quoi qu'il en coûte, que ce soit à Philadelphie ou n'importe où ailleurs. Donc le n'importe où ailleurs, je pense que ça a bien. Je pense que Daryl Morey, la presse à Philadelphie, tout le monde a un peu bondi du canapé. Il ajoute: je veux avoir la chance d'accomplir ça, de voir ce que ça fait de gagner un premier titre, puis d'essayer de revenir, d'en gagner un second. C'est pas facile, et ça nécessite d'avoir de bonnes personnes autour de toi, etc. Donc on peut dire que c'est sorti d'un certain contexte, peut-être, mais dire, il parle suffisamment bien anglais pour que ce soit pas totalement hasard, et ça ressemble à un début de coup de pression, ou un début une préparation de demande de trade si les choses ne vont pas bien. Je précise qu'il n'y a pas de demande de trade officielle, qu'il n'y a aucun insider solide qui annonce que Joel Embiid demande son trade, mais quand on connaît sa situation et tout ce qu'on a dit sur lui autour, est-ce qu'il se passe à Philadelphie, hein, avec le cas Harden qui est toujours pas réglé, Ah, complètement, ouais. voilà, on peut pas, voilà, on est obligé de garder ça de côté et de se dire que c'est peut-être un premier indice de ce qui va se passer prochainement. Oui, de toute façon, honnêtement, c'est un petit peu la logique en fait qu'on se pose ces questions-là, parce que Mm. tu l'as dit, il est MVP en titre. Tu l'as dit aussi, là il parle de cadre, d'être aidé, de joueurs autour de lui. Il en a parlé après la sortie de Philadelphie. Il en avait parlé à l'époque de Ben Simmons. Euh, pour l'instant, quand même, enfin, moi j'aime beaucoup le joueur, hein, mais il faut reconnaître que dans ses déclarations au sujet des échecs de Philadelphie, pour l'instant, il a toujours pointé du doigt ce qu'il y avait autour de lui. Mm. J'ai pas le souvenir vraiment de l'entendre dire, par exemple, alors ça peut être juste de l'image, mais dire bah, c'est moi le leader de l'équipe, c'est ma responsabilité, je dois faire mieux. Il y a d'autres joueurs qu'on a entendu dire ça, par exemple. Mm. Et donc là, tu es dans une situation où ils ont fait venir James Harden. Ça a pas marché, dans le sens où ils ont toujours pas passé le deuxième tour des playoffs. James Harden demande son trade, donc maintenant il doit regarder en se disant mais ouais, mais qui est-ce qui va venir pour m'épauler, quoi. Si ça bouge pas, Philadelphie a pas 50 manières de renforcer l'effectif à court terme, du moins avec quand on voit le type de joueur que Daryl Morey voudrait faire venir, ou le type d'aide que Joel Embiid demande. C'est un peu, j'ai l'impression que ça serait un peu la suite logique en fait, tout simplement. Et Mm. pour la connexion avec les Knicks, faut rappeler que Leon Rose, donc l'actuel, alors je sais plus si son poste c'est président des opérations basketball des Ouais, il est Knicks. président, c'est ça. Il est président, ouais. C'est ça, exactement. Donc, ancien agent de joueur qui était l'agent de Joel Embiid, tout simplement. Et donc, on sait, voilà, on sait comment ce type de relations peuvent parfois favoriser des trades, tout simplement, ou c'est pas tout ça, en fait. On peut nous accuser de détester les Sixers, ce qui n'est pas du tout le cas, ou d'avoir une lubie avec tout ça. Euh,
peut-être, en tout cas, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui te laissent penser que il y a, enfin, c'est il y a une vraie piste, il y a vraiment quelque chose potentiellement là-dessous, quoi. Ouais, et puis ça dépendra évidemment des résultats des Sixers. J'imagine que si Philadelphie commence très fort avec ou sans James Harden ou avec un autre renfort, qu'Embiid est encore sur des bases de MVP, bon, peut-être qu'au début ça va calmer les choses, mais voilà, on sait que la ligue est quand même très relevée et que c'est pas simple de faire la course en tête même à l'Est. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faudra surveiller et c'est voilà, je voulais qu'on en parle parce que je sais que déjà à Philadelphie, quand tu vas sur Twitter et que tu vois les journalistes autour qui disent ça y est, je sais plus comment il avait formulé ça, le journaliste Eddie Torres qui a relayé la vidéo, il a dit ça y est, je crois il a atteint son point de rupture, il commence à préparer le terrain pour que ce soit plus facile et que ça vienne pas de manière abrupte, tu vois, Abrupt, ouais. comme ça peut le faire avec certaines superstars. Mais bon, on n'en est pas là, on va pas non plus inquiéter plus que de raison les fans des Sixers. Qui, je pense, sont quand même conscients qu'il y a une certaine pression autour de l'équipe, que la situation de James Harden n'est pas simple. Il continue de faire pression pour aller exclusivement aux Clippers. On voit des petits bruits fuités qui voudraient absolument rejouer avec Russell Westbrook parce que c'est la dernière fois qu'il s'est vraiment senti bien sur le terrain, apparemment. Enfin, voilà, on voit toute la narration qui se met en place et pour l'instant, c'est pas forcément l'avantage de Philadelphie qui s'est pas réellement renforcé par rapport à la saison dernière. Donc, enfin, J'aimerais bien avoir on l'avis de verra. Russell Westbrook à ce sujet d'ailleurs. Je suis pas sûr que les sentiments soient mutuellement partagés, quoi. C'est ça. Écoute, ça, on verra bien. Pour finir, un petit mot peut-être sur la Summer League. C'est le Ouais. dernier jour où on va en parler. Il y avait la finale donc, entre les deux équipes les mieux classées, avec le meilleur bilan de la Summer League, c'est-à-dire les Cleveland Cavaliers et les Houston Rockets. Euh, donc, ce sont les Cavs qui sont champions de Summer League avec un très beau décorum. Ils avaient des bagues, une fête, un discours, un MVP de la finale. Enfin, c'était pas mal du tout. Ça donne un peu d'intérêt, je trouve, au truc. Ça n'a pas toujours été le cas à la Summer League. C'est parfois très, très anonyme. Et les Cavs qui ont donc battu les Rockets 99-78, donc assez facile, avec Isaiah Mobley, le frère d'Evan, qui a été élu MVP de la finale. Il y a aussi Sam Merrill qui est dans le meilleur 5 du tournoi, et Money Bates qui est un peu en mode, j'allais dire rédemption, mais le pauvre, il n'a jamais joué en pro encore, mais qui était ce phénomène de lycée annoncé numéro 1 de draft qui a eu des soucis extrasportifs et qui là comme se refait une petite santé en Summer League et qui va essayer de rester dans le groupe NBA. Et donc, dans le meilleur 5 de ce tournoi, il y a Cam Whitmore de Houston qui est en finale, qui a perdu, mais qui est élu MVP du tournoi quand même. Donc, on en a pas mal parlé ensemble de ce joueur qui avait glissé au 20e rang lors de la draft. Et ça fait plutôt plaisir de le retrouver là. Bah ouais, carrément, ça quand même confirme pour l'instant tout ce qu'on s'était dit juste après la draft, dans le sens où Houston a fait une très belle prise, a priori, avec Cam Whitmore. Mm. Ouais, non, bah Houston va falloir voir aussi, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais ils ont tellement de jeunes joueurs qui jouent plus ou moins sur les mêmes postes qu'il va falloir faire le tri un petit peu à un moment. Mais en tout cas, ouais, non, belle pioche de la part de Houston. Et puis, bah, Imoni Bates, intéressant quand même, parce qu'à un moment, c'est Ouais. vrai que même on pensait que c'était un peu mort pour lui, que c'était un feu de paille. Il a montré, là, c'est pas le. Enfin, il a montré des belles choses tout au long de la Summer League, d'ailleurs, en tout cas offensivement. Parfois, il s'est un peu enflammé sur ses propres stats, je sais pas si, si tu Ah, te rappelles. c'était marrant. Ouais, mais Bon, je crois qu'on en avait parlé à un moment avec Antoine, mais il y a le fameux compte parodique. C'est But Crack Sport, je sais plus, je me souviens, il y en a tellement maintenant que. Mais en gros, il lui sort une ligne de stats factice, genre 28 points, 17 rebonds, enfin des trucs comme ça. Et visiblement, il n'avait pas connaissance de ses propres stats et il l'a retweeté en mode hey, regardez les gars, je suis chaud quand même. c'était pas du tout ses stats sur le match en Voilà. question. Et donc, c'est un profil de personne, voilà, c'est un garçon qu'on a dit un peu torturé, des histoires extra-sportives avec des flingues, bon, un peu compliquées. Il a changé de fac, il est revenu dans le Michigan. Bon, en tout cas, c'est un talent et un morphotype très particulier qui peut. C'est le fameux type de pari high risk, high reward que les GM aiment bien. Là, il a été pris tard dans le second tour, donc c'est pas un énorme risque, hein, mais c'est un joueur qu'on va suivre. Il peut apporter une espèce d'étincelle offensive sur le banc, peut-être à Cleveland cette année. Donc, alors lui n'est pas dans le meilleur 5 de la compète. Il y a, donc, comme je disais, Cam Whitmore qui est MVP, Sam Merrill des Cavs, bon, lui qui avait déjà goûté à la NBA. Keyonte George aussi qui a été pris au premier tour à Utah et qui s'est blessé en fin de Summer League, mais qui est dans le 5. Hunter Tyson, aussi rookie des Nuggets. Et Orlando Robinson, dont on parlait hier ou Ah, de avant-hier, je sais Miami. plus rapidement, de Miami, qui, voilà, je répète que c'est mon pari, c'est qu'il sera dans la rotation cette année. Il a fait des cartons en Summer League où il était très très nettement au-dessus du niveau de la Ligue. Voilà.
Ouais, bah écoute, non mais mais c'est sympa quand même qu'ils aient fait, tu vois, la finale, enfin tout. Ouais. Alors ça peut sembler un peu absurde, tu dis c'est de la Summer League, en même temps, bon, je trouve que c'est plutôt sympa aussi parce que certains de ces joueurs finalement verront jamais vraiment un parquet Mm. NBA où ils feront pas carrière. Ouais. Voilà, ça permet quand même de donner un peu plus d'enjeu et de piment à cette Summer League. Ouais. Et Money Bates, il a tweeté Cleveland, this is for you, et c'est que le début, c'est un peu hommage à LeBron. Écoute, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui pour ce CQFR. Merci Théo, merci à tous de continuer à nous suivre. Ce soir, il y aura une late session à partir de 23h, donc soyez avec nous en direct sur Twitch. Si vous n'avez pas encore pu voir ou écouter le podcast d'hier qu'on a fait avec Théo sur le cas Zion Williamson, je vous le recommande, il est sur notre chaîne YouTube. Et en attendant demain matin, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Salut à tous!